Un accident de voiture a paralysé la ballerine. 2 ans plus tard, ce qu'elle a créé a choqué tout le monde. Bon retour et profitez de l'histoire. Le quartier paisible de Lyon fut ébranlé jusqu'à ses fondations lorsque la nouvelle se répandit à propos du tragique accident de voiture qui avait laissé une jeune ballerine prometteuse paralysée de la taille aux pieds. À seulement 23 ans, Mélodie Dumas avait été sur le point de rejoindre l'une des compagnies de danse les plus prestigieuses du pays. Maintenant, elle gisait dans un lit d'hôpital, fixant le plafond d'un regard vide, ses rêves brisés en un instant. Les murs blancs et aseptisés de l'hôpital semblaient se refermer sur elle comme une prison. Le diagnostic était tombé comme une sentence. Lésion médulaire complète, aucun espoir de remarcher. Les médecins avaient utilisé des termes techniques, parlaient de rééducation, d'adaptation, mais Mélodie n'entendait qu'une chose, jamais plus elle ne danserait. Les vibrations du plancher sous ses pieds, l'élévation parfaite d'un grand jeté, la rotation précise d'une pirouette, tout cela appartenait désormais à une vie antérieure, comme un rêve dont on s'éveille brutalement. « Vous devez vous préparer à une nouvelle réalité », avait dit le neurologue avec une compassion clinique qui n'avait fait qu'accentuer la douleur. Sa mère, Catherine, assise à son chevet, serrait sa main si fort que ses jointures blanchissaient, comme si elle pouvait, par ce simple contact, transférer sa propre force à sa fille. Mais Mélodie ne ressentait rien, ni physiquement dans ses jambes immobiles, ni émotionnellement dans son cœur dévasté. La jeune femme avait toujours été définie par sa grâce et son mouvement. La danse n'était pas seulement ce qu'elle faisait, c'était qui elle était. Enfant, elle tourbillonnait dans le salon, utilisant des manches à ballet comme barres de ballet. À 16 ans, elle interprétait déjà des rôles principaux dans des productions locales. Sa détermination était légendaire. Elle avait une fois dansé malgré une entorse à la cheville pour terminer une audition cruciale. Cette farouche indépendance rendait sa situation actuelle d'autant plus dévastatrice. Le jour où elle quitta l'hôpital, 3 semaines après l'accident, la réalité la frappa avec une violence insoutenable. Le fauteuil roulant qui la transportait jusqu'à la voiture adaptée semblait être l'incarnation physique de tout ce qu'elle avait perdu. Les regards de pitié des infirmières, les encouragements maladroits des médecins et surtout la désolation qu'elle lisait dans les yeux de sa mère malgré ses sourires forcés. Tout cela confirmait ce qu'elle ressentait. Mais sa vie telle qu'elle la connaissait était terminée. Sa mère, Catherine, une professeure de littérature à la retraite aux cheveux striés d'argent et aux yeux aimants qui se plissaient quand elle souriait, avait toujours été son plus grand soutien. Maintenant, à 69 ans, elle se retrouvait face au plus grand défi de sa vie, aider sa fille à trouver un but quand la seule chose qui la définissait lui avait été arrachée. Le trajet jusqu'à leur appartement dans le 6e arrondissement de Lyon se fit dans un silence pesant. Catherine avait passé les dernières semaines à réaménager les lieux pour les rendre accessibles en fauteuil roulant, déplaçant les meubles, installant des rampes improvisées, transformant le salon en chambre temporaire pour éviter les escaliers menant à l'étage. Mais quand Mélodie franchit le seuil, ces modifications bien intentionnées ne firent que souligner cruellement tout ce qui avait changé. « J'ai préparé ton espace », dit Catherine avec un enthousiasme forcé, tandis qu'elle poussait le fauteuil vers le salon transformé. « J'ai mis ton bureau près de la fenêtre, comme tu l'aimais dans ton ancienne chambre. » Mélodie ne répondit pas, son regard se posant sur les photos encadrées ornant les murs, elle en tutu lors de son premier concours, exécutant un saut parfait sur la scène du théâtre municipal, recevant des fleurs après une représentation de Gisèle. Chaque image était comme un poignard s'enfonçant dans son cœur. Le premier mois après son retour à la maison fut le plus sombre. Mélodie refusait la physiothérapie, les médicaments et les visiteurs. Sa chambre devint un sanctuaire dédié à sa vie d'avant, les murs couverts de photos de spectacles et les étagères garnies de trophées qui ne servaient désormais plus que de douloureux rappels. « À quoi bon ?» chuchotait-elle quand sa mère essayait de la persuader de monter dans son fauteuil roulant. « Je ne suis plus moi-même. »
Les jours se succédaient, monotones et vides. Catherine observait, impuissante, sa fille s'enfoncer dans une dépression de plus en plus profonde. Elle avait contacté des psychologues spécialisés dans le traumatisme, mais Mélodie refusait catégoriquement de leur parler. « Ils ne peuvent pas me rendre mes jambes », disait-elle avec amertume. « Alors à quoi servent-ils » Catherine, malgré sa propre douleur, tentait de maintenir une routine. Chaque matin, elle ouvrait les rideaux de la chambre de Mélodie, lui apportait un petit déjeuner qu'elle touchait à peine, et lui parlait des nouvelles du jour comme si tout était normal. Mélodie répondait rarement, se contentant de fixer le plafond ou de fermer les yeux, feignant le sommeil pour éviter la conversation. Un après-midi pluvieux, Catherine s'assit à côté du lit de sa fille, tenant un petit orchidée en pot. Cette fleur était presque jetée au centre de jardinage, expliqua-t-elle. Sa tige était cassée, ses feuilles flétries. Le vendeur allait la jeter, mais j'ai vu quelque chose en elle. Mélodie roula des yeux, pas d'humeur pour des leçons métaphoriques. Mais au cours des semaines suivantes, elle observa depuis son lit sa mère prendre soin de la plante endommagée, et à sa surprise, une petite pousse verte apparut. « Tu vois ?» dit Catherine un matin en arrosant délicatement l'orchidée qui montrait maintenant des signes de rétablissement. « Parfois, la vie peut reprendre d'une manière qu'on n'attendait pas. »« C'est juste une plante, maman, » répondit Mélodie, mais son ton manquait de sa mordante habituelle. Pour la première fois depuis l'accident, elle s'était redressée sur ses coudes pour mieux voir la fleur. Catherine saisit cette minuscule ouverture. « J'ai pensé que nous pourrions sortir aujourd'hui, » suggéra-t-elle prudemment. « Juste dans le parc au bout de la rue. Il fait beau, l'air frais te ferait du bien. » À sa grande surprise, après un long silence, Mélodie acquiesça d'un léger hochement de tête. Cette première sortie fut une épreuve, les regards des passants, les difficultés à manœuvrer le fauteuil sur les pavés inégaux, la vue de jeunes gens courant et jouant librement, mais c'était un début. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Les jours suivants, une routine fragile s'établit. Chaque après-midi, si le temps le permettait, elle sortait pendant 1 heure. Catherine poussait le fauteuil de Mélodie, commentant les changements dans le quartier, les nouvelles vitrines des magasins, les premiers signes du printemps qui émergeaient. Mélodie restait principalement silencieuse, mais ses yeux commençaient à observer le monde autour d'elle, plutôt que de simplement le traverser sans le voir. Un matin, alors qu'elles prenaient leur petit déjeuner dans un silence relatif, la sonnette de l'appartement retentit. Catherine alla ouvrir et Mélodie entendit une voix familière qui fit remonter en elle une vague de souvenirs, certains doux, d'autres maintenant amers. « Je sais qu'elle ne veut pas me voir, » disait la voix, « mais je dois essayer. » Quelques instants plus tard, Catherine réapparut dans l'embrasure de la porte, accompagnée d'une femme élégante aux cheveux gris coupés courts et au port altier malgré la canne sur laquelle elle s'appuyait. Madame Legrand, l'ancienne professeure de danse de Mélodie, maintenant âgée de 73 ans. « Bonjour, Mélodie, » dit-elle simplement, sans l'ombre de pitié dans sa voix. C'était le ton qu'elle avait toujours utilisé en studio, ferme, direct, sans compromis. Mélodie détourna le regard. « Vous n'auriez pas dû venir. »« Probablement pas, » acquiesça Madame Legrand, prenant place sur une chaise près du lit sans y avoir été invitée. « Mais je n'ai jamais été très douée pour suivre les règles de bienséance. » Catherine, sentant la tension, s'éclipsa discrètement vers la cuisine, laissant les 2 femmes seules. « Je ne suis pas venue pour te rappeler ce que tu as perdu, » dit fermement Madame Legrand. « Je suis venue parce que le centre communautaire a besoin de quelqu'un pour enseigner aux enfants les fondamentaux du mouvement et du rythme. Ils ont besoin de quelqu'un qui comprend l'âme de la danse. Pas seulement les pas. » Mélodie laissa échapper un rire amer. « Et vous pensez que je suis la bonne personne, moi dans ce fauteuil ?» Madame Legrand la regarda droit dans les yeux. « Ce que je pense, c'est que tu comprends la danse mieux que quiconque. Tu la ressens dans chaque fibre de ton être.
Ce n'est pas tes jambes qui faisaient de toi une danseuse exceptionnelle, Mélodie. C'était ton cœur, ta passion, ta compréhension de la musique et du mouvement. C'est facile à dire quand on peut encore marcher, rétorqua Mélodie, mais sa voix tremblait légèrement. Tu crois que je ne comprends pas la perte? Madame Legrand désigna sa canne. L'arthrite a mis fin à ma carrière de danseuse il y a 40 ans. J'avais ton âge. J'ai pensé que ma vie était finie. Elle fit une pause. Et puis j'ai découvert que je pouvais encore transmettre ma passion, que je pouvais encore vivre à travers la danse, différemment. Elle se leva, posant une carte de visite sur la table de chevet. Pense-y. Les cours commencent dans 3 semaines. Pas de pression, juste une possibilité. Après son départ, Mélodie fixa la carte pendant longtemps, puis la glissa sous son oreiller, hors de vue, mais pas hors d'esprit. Les semaines passèrent, et bien que Mélodie n'eût pas mentionné la visite de Madame Legrand ni sa proposition, quelque chose avait changé. Elle commença à demander son ordinateur portable, naviguant sur Internet pendant des heures. Catherine l'a surpris plusieurs fois en train de regarder des vidéos de danse adaptative, des danseurs en fauteuil roulant, exécutant des chorégraphies complexes et émouvantes. Un jour, en rentrant des courses, Catherine entendit de la musique provenant du salon. Elle s'approcha silencieusement de la porte entr'ouverte et vit Mélodie dans son fauteuil, expérimentant timidement des mouvements de bras, les yeux fermés, absorbée par la mélodie. Catherine se retira discrètement, le cœur battant d'un espoir qu'elle n'osait pas encore nommer. 3 mois après l'accident, encouragée par ces signes subtils de changement, Catherine prit une décision audacieuse. Profitant d'une journée où Mélodie avait accepté d'aller à sa séance de physiothérapie, qu'elle avait finalement consenti à suivre, Catherine transforma leur salon en studio improvisé, retirant les meubles et installant un grand miroir sur un mur. Quand Mélodie rentra et découvrit la transformation, elle resta figée, une multitude d'émotions traversant son visage. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « J'ai pensé... » commença Catherine, soudain incertaine. « J'ai pensé que cela pourrait t'aider à retrouver une partie de toi-même. » Elle s'attendait à des cris, des larmes, une réaction de colère face à ce rappel douloureux. Mais Mélodie se contenta de faire rouler son fauteuil jusqu'au centre de la pièce face au miroir. Elle y resta longtemps, observant son reflet comme si elle voyait une étrangère. Le lendemain, Catherine entra dans le salon improvisé et trouva Mélodie essayant maladroitement de faire des exercices d'étirement pour le haut du corps, imitant ce qu'elle avait vu en ligne. « Attends, » dit Catherine, « laisse-moi t'aider. » Elle se positionna derrière le fauteuil, soutenant les bras de sa fille comme elle l'avait fait tant de fois quand Mélodie était petite et faisait ses premiers pas dans le monde de la danse. C'était un moment tendu, fragile, mais lorsque Catherine croisa le regard de Mélodie dans le miroir, elle y vit une étincelle, infime, vacillante, mais bien présente, qui lui rappela la fillette déterminée qu'elle avait élevée. Les jours suivants furent marqués par des progrès lents, mais constants. Mélodie passait de plus en plus de temps dans le studio improvisé, travaillant sur des mouvements de haut du corps, explorant les possibilités qui s'offraient encore à elle. Catherine se tenait à l'écart, disponible mais discrète, comprenant intuitivement que sa fille avait besoin d'espace pour redécouvrir son rapport à la danse. Un après-midi, Catherine entra dans le salon et trouva Mélodie regardant fixement l'écran de son ordinateur. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle doucement. « Je regarde des vidéos de danse-thérapie et de danse inclusive, » répondit Mélodie sans lever les yeux. « Il y a tout un monde dont je ne soupçonnais pas l'existence. » Elle tourna l'écran vers sa mère, montrant des danseurs de tous horizons, certains en fauteuil roulant, d'autres avec des prothèses, créant ensemble des œuvres d'une beauté saisissante. « Tu savais que ça existait ?» demanda Mélodie, une curiosité sincère dans sa voix pour la première fois depuis l'accident. « J'en avais entendu parler, » admit Catherine. « Mais je ne voulais pas te bombarder d'informations. Je pensais que tu avais besoin de temps. » Mélodie acquiesça lentement. « J'en avais besoin, »
dit-elle. Puis, après une longue pause, « J'en ai toujours besoin, mais peut-être que je peux commencer à voir au-delà de ce que j'ai perdu. » Cette conversation marqua un tournant. Le matin suivant, pour la première fois, Mélodie se présenta au petit déjeuner habillée autrement qu'en pyjama, les cheveux coiffés et une légère touche de maquillage sur le visage. « J'ai réfléchi à la proposition de Madame Legrand », annonça-t-elle en beurrant une tartine avec une concentration excessive. « Je ne suis pas prête à enseigner, pas encore, mais je pourrais aller voir, observer comment cela se passe. » Le sourire qui illumina le visage de Catherine valait toutes les victoires du monde, mais elle se contenta d'un simple « Je pense que c'est une excellente idée ». Dès la semaine suivante, elles se rendirent ensemble au centre communautaire où Madame Legrand dirigeait une classe de jeunes enfants. Mélodie resta en retrait, observant depuis l'entrée de la salle, les mains crispées sur les roues de son fauteuil. Les enfants, âgés de 5 à 8 ans, exécutaient des exercices simples, apprenant à sentir le rythme et à exprimer leurs émotions par le mouvement. À la fin du cours, une petite fille aux tresses désordonnées s'approcha timidement de Mélodie. « Vous êtes une vraie danseuse ?» demanda-t-elle avec des yeux émerveillés. Mélodie ouvrit la bouche pour répondre que non, qu'elle l'avait été mais ne l'était plus. Pourtant, face à ce regard innocent, elle se surprit à dire « Oui, je suis danseuse. Même avec votre chaise, » poursuivit l'enfant. « J'apprends à danser différemment maintenant, » répondit Mélodie, réalisant en prononçant ces mots qu'ils contenaient une vérité qu'elle commençait tout juste à accepter. La petite fille hocha la tête, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Vous pourriez nous montrer un jour ?» Avant que Mélodie ne puisse répondre, Madame Legrand intervint. « Ce serait merveilleux, n'est-ce pas ? Peut-être que Mélodie pourrait venir nous parler des différentes façons de danser la prochaine fois. » Prise au dépourvu, Mélodie acquiesça vaguement, mais sur le chemin du retour, elle resta pensive. « À quoi penses-tu » demanda finalement Catherine, brisant le silence confortable qui s'était installé entre elles. « Je pense que je pourrais avoir quelque chose à leur montrer, » répondit Mélodie, surprise par sa propre réponse. « Pas maintenant, mais peut-être bientôt. » Arriverait-elle à retrouver sa passion perdue et à l'adapter à sa nouvelle réalité? Ou l'ombre de ce qu'elle avait perdu serait-elle trop écrasante pour lui permettre de reconstruire un avenir dans le monde de la danse? L'avenir était encore incertain, mais pour la première fois depuis des mois, il contenait une lueur d'espoir. À 6 mois de l'accident, des changements significatifs s'étaient produits dans le foyer. Mélodie avait commencé à expérimenter des chorégraphies pour le haut du corps, créant des mouvements qui ne nécessitaient pas l'usage de ses jambes. Sa mère avait acheté des gants spéciaux qui permettaient une meilleure prise sur les roues du fauteuil, permettant des mouvements plus fluides. Ensemble, elles avaient téléchargé une courte vidéo des nouvelles techniques sur une plateforme de médias sociaux sans y penser davantage. « Tu es sûr de vouloir la publier ?» avait demandé Catherine, le doigt en suspens au-dessus de la touche d'envoi. Mélodie avait hésité puis hoché la tête avec détermination. « Oui, ce n'est pas parfait, c'est différent, mais c'est un début. » La vidéo montrait Mélodie dans son fauteuil, exécutant une courte séquence de mouvements sur une musique douce. Les mouvements étaient précis, expressifs, utilisant le fauteuil non comme une contrainte, mais comme un élément de la chorégraphie. Catherine avait filmé en plan large pour capturer l'ensemble, puis en gros plan pour montrer l'émotion sur le visage de sa fille. Concentration intense, mais aussi, par moments, une expression proche de la sérénité qu'elle n'avait pas vue depuis l'accident. La vidéo fut publiée un vendredi soir, et elles n'y pensèrent plus jusqu'à ce que le téléphone de Mélodie commence à s'illuminer de notifications le lendemain matin. « Maman » appela-t-elle, la voix teintée d'incrédulité. « Tu devrais venir voir ça. » La vidéo avait été vue des milliers de fois durant la nuit, partagée par des comptes dédiés à la danse inclusive et à l'art adaptatif. Les commentaires affluaient, certains de simples encouragements, d'autres de danseurs en situation de handicap partageant leurs propres expériences. « Je ne comprends pas », murmura Mélodie,
faisant défiler les messages avec stupéfaction. « Ce n'était rien de spécial. »« Au contraire, répondit doucement Catherine, c'était extraordinaire. Tu as montré ce que beaucoup pensent d'impossible. » Parmi les messages, un se démarquait, celui d'une fondation pour les arts adaptatifs. Basée à Paris, il l'invitait à participer à un festival d'arts inclusifs qui se tiendrait dans leur ville dans quelques mois. « Je ne peux pas, » fut la réaction immédiate de Mélodie. « Je ne suis pas prête pour une performance publique. » Catherine n'insista pas, comprenant que la guérison ne pouvait pas être précipitée. « Il n'y a aucune obligation. Mais c'est une belle reconnaissance, non ?» Mélodie acquiesça lentement. « Je suppose que oui. » Elle ferma son téléphone, puis le rouvrit presque immédiatement. « J'ai besoin de leur répondre, au moins pour les remercier. » Ce simple échange de messages fut le début d'une correspondance qui allait s'avérer transformatrice. La fondation, dirigée par un danseur professionnel devenu paraplégique après un accident similaire à celui de Mélodie, offrait des ressources, des formations et une communauté à des artistes en situation de handicap. Au cours des semaines suivantes, Mélodie passa de plus en plus de temps à communiquer avec eux, à explorer les techniques qu'ils partageaient, à s'immerger dans ce nouveau monde qui s'ouvrait à elle. Elle commença également à échanger avec d'autres danseurs handicapés à travers le monde, formant un réseau de soutien qui comprenait véritablement ce qu'elle traversait. 8 mois après leur nouvelle réalité, Catherine découvrit que sa fille avait secrètement correspondu avec d'autres danseurs handicapés du monde entier, échangeant des techniques et un soutien émotionnel. Cette communauté virtuelle était devenue une bouée de sauvetage, bien qu'elle refusât toujours de rencontrer l'un d'entre eux en personne. Sa confiance restait fragile, son identité encore en flux. Un matin, en apportant le petit déjeuner dans la chambre de Mélodie, Catherine fut surprise de la trouver déjà levée, habillée et travaillant sur son ordinateur. « Je suis en train de créer une sorte de manifeste », expliqua Mélodie, les yeux brillants d'une excitation qu'elle n'avait pas montrée depuis longtemps. « Une philosophie de la danse inclusive, basée sur mes échanges avec les autres et sur mes propres découvertes. » Elle tourna l'écran vers sa mère, montrant des notes détaillées, des croquis de mouvements, des réflexions profondes sur ce que signifiait danser quand le corps refuse de suivre les conventions. « C'est remarquable !» dit Catherine, émue par la passion retrouvée de sa fille. « Ce n'est qu'un début, » tempéra Mélodie, mais un petit sourire jouait sur ses lèvres. « Mais je pense que j'ai trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être exploré. » L'approche du premier anniversaire de l'accident jeta une ombre sur elles deux. À mesure que la date fatidique approchait, Mélodie devint plus silencieuse, plus repliée sur elle-même. Catherine respecta ce repli, comprenant que cette date raviverait inévitablement des souvenirs douloureux. « J'ai pensé qu'on pourrait passer cette journée quelque part qui a du sens pour toi, » suggéra-t-elle doucement, une semaine avant l'anniversaire. « Peut-être le théâtre où tu as donné ta dernière représentation ?» Initialement réticente, Mélodie finit par accepter, reconnaissant peut-être le besoin de clôture. Le jour dit, elles se rendirent au théâtre des Célestins, où Mélodie avait dansé pour la dernière fois dans une production contemporaine qui avait reçu des critiques élogieuses. Approcher du bâtiment fut éprouvant. Chaque mètre, les rapprochant, ravivait des souvenirs de nervosité avant le spectacle, d'exaltation pendant, de triomphe après. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de trouver le théâtre en pleine rénovation pour le rendre accessible aux fauteuils roulants. Le directeur, les voyant dans le hall, révéla que ces changements avaient été partiellement inspirés par leur vidéo virale. « Nous avons réalisé combien d'artistes talentueux nous excluions, » expliqua-t-il. « Accepteriez-vous de conseiller nos architectes pour l'accessibilité ?» Pour la première fois, Mélodie vit son expérience comme précieuse plutôt que limitante. Utilisant sa connaissance intime des espaces de performance, elle commença à offrir des suggestions pratiques pour la rénovation. Cette collaboration conduisit à une invitation à chorégraphier une pièce pour le gala de réouverture inclusive du théâtre, mettant en vedette des danseurs avec et sans
handicap. Allongée dans son lit ce soir-là, Mélodie fixait le plafond, mais plus avec le vide des premiers mois. Son esprit bourdonnait d'idées, de possibilités, de visions artistiques qu'elle n'aurait jamais envisagées avant. « À quoi penses-tu » demanda Catherine, s'arrêtant dans l'embrasure de la porte. « Je pense que je pourrais réellement le faire », répondit Mélodie, une détermination nouvelle dans la voix. « Créer quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait changer la perception de ce qu'est la danse, de qui peut danser. » Catherine s'assit au bord du lit, prenant la main de sa fille. « Tu as toujours eu cette capacité. L'accident n'a pas changé cela. » Mélodie serra sa main en retour. « Non, mais il a changé ma perspective. Je dansais pour moi avant. Maintenant je pourrais danser pour tous ceux qui pensent qu'ils ne le peuvent pas. » Le processus créatif raviva sa passion. Bien qu'elle éprouvât encore des moments de profond chagrin pour sa carrière antérieure, elle découvrit la joie d'enseigner aux autres et de développer de nouvelles formes d'expression. Sa mère observait la transformation avec une fierté discrète, soutenant sans éclipser le cheminement de sa fille vers elle-même. As-tu déjà connu quelqu'un qui a dû complètement réinventer sa vie après un traumatisme? Partage ton expérience dans les commentaires. Les semaines suivantes furent intensives, Mélodie travaillant presque sans relâche sur sa chorégraphie. Pour le gala, elle avait rassemblé une troupe éclectique, 3 danseurs professionnels, 2 amateurs en situation de handicap qu'elle avait rencontrés via la fondation, et elle-même. Ensemble, ils exploraient un nouveau langage de mouvement, où les limitations devenaient des opportunités créatives. Les contraintes engendre l'innovation, expliquait-elle à sa mère un soir, les yeux brillants d'excitation malgré la fatigue. C'est ce que Madame Legrand me répétait toujours, mais je ne comprenais pas vraiment jusqu'à maintenant. Catherine observait avec émerveillement cette renaissance. Sa fille avait retrouvé une étincelle qu'elle croyait éteinte à jamais, bien que transformée, teintée d'une profondeur nouvelle née de l'épreuve. Les répétitions débutèrent dans une salle prêtée par le Conservatoire de Lyon. La première fois que Mélodie dirigea une séance complète, donnant des instructions, démontrant des mouvements depuis son fauteuil, Catherine assista discrètement, depuis le fond de la salle, le cœur gonflé de fierté. « Tu ressembles tellement à Madame Legrand », commenta-t-elle plus tard, alors qu'elle rentrait. « La même autorité naturelle, la même précision dans les indications. » Mélodie sourit à ce commentaire, touchée malgré elle par la comparaison avec son mentor. « Elle m'aurait arraché la tête si elle m'avait entendu aujourd'hui, » plaisanta-t-elle. « J'ai oublié la moitié des termes techniques. Mais tu as trouvé tes propres mots, » répondit Catherine. « C'est peut-être encore plus important. » 15 mois après l'accident, Catherine fit face à son propre défi de santé, une arthrite qui rendait de plus en plus difficile l'aide aux tâches physiques. Les rôles s'inversèrent, alors que Mélodie commençait à développer des stratégies pour aider à la maison, recherchant des modifications accessibles et des outils adaptatifs. Leur relation évolua vers un partenariat plus équilibré, chacune soutenant l'indépendance de l'autre. « Tu n'as pas à faire ça », protesta Catherine, lorsque Mélodie insista pour qu'elle réorganise la cuisine afin que tout soit accessible depuis son fauteuil. « C'est à moi de prendre soin de toi. »« Et qui a décrété ça ?» rétorqua doucement Mélodie. « On peut prendre soin l'une de l'autre, non ?» Elles passèrent un week-end entier à modifier l'appartement, abaissant certaines étagères, installant des poignées adaptées sur les armoires, réarrangeant les meubles pour faciliter la circulation du fauteuil. Ce projet commun leur donna un but partagé, renforçant leur complicité au-delà de la dynamique mère-fille. Pendant ce temps, le travail sur la chorégraphie pour le gala avançait. Mélodie avait intitulé sa pièce « Renaissance », un terme qui résonnait profondément avec son propre parcours. La performance racontait l'histoire d'une transformation, commençant dans l'obscurité et le désespoir, progressant vers l'acceptation et finalement la célébration d'une nouvelle forme d'existence. Je veux que les transitions soient brutales. Au début, expliqua-t-elle à ses danseurs, puis qu'elles deviennent progressivement plus fluides, comme si le corps apprenait un nouveau langage.
Un jour, après une répétition particulièrement intense, l'un des danseurs professionnels, Thomas, s'approcha d'elle avec hésitation. « Mélodie, j'ai une question qui me préoccupe depuis quelque temps, » commença-t-il. « J'ai peur de ne pas rendre justice à la partie où je dois simuler la paralysie. Je n'ai aucune idée de ce que ça fait réellement. » Mélodie le considéra longuement, appréciant son honnêteté. « Assieds-toi, » dit-elle finalement, désignant le sol devant elle. « Je vais essayer de te l'expliquer. » Elle passa l'heure suivante à partager non seulement les sensations physiques de la paralysie, l'absence de sensation, la frustration des membres qui ne répondent plus, mais aussi l'impact émotionnel, la reconstruction identitaire nécessaire, les petites victoires, qui devenaient des triomphes immenses. L'important n'est pas d'imiter parfaitement, conclut-elle, mais de capturer l'essence de cette transformation. Ce n'est pas juste perdre la capacité de marcher, c'est redéfinir entièrement ton rapport au mouvement, à l'espace, à toi-même. Thomas l'écouta avec attention, hochant la tête. « Merci », dit-il simplement quand elle eut terminé. « Je comprends mieux maintenant. » Cette conversation marqua un autre tournant pour Mélodie. Pour la première fois, elle avait verbalisé son expérience sans être submergée par la douleur, trouvant même une certaine force dans ce partage. Elle réalisa qu'elle possédait une perspective unique et précieuse, une connaissance acquise au prix fort, mais qui pouvait éclairer et enrichir son art. Le gala approchait rapidement. 2 mois avant l'événement, le directeur du théâtre invita Mélodie à une réunion pour discuter des détails techniques de sa performance. « Nous avons installé une rampe d'accès à la scène principale, comme vous l'aviez suggéré, » expliqua-t-il en lui montrant les plans. « Et l'éclairage a été ajusté selon vos spécifications. » Il hésita un moment avant d'ajouter « Il y a autre chose. Votre vidéo a attiré l'attention au-delà de Lyon. Nous avons reçu des demandes de médias qui souhaitent couvrir votre performance et votre parcours. » Mélodie se raidit. L'idée d'être exposée, de devenir un symbole, ou pire, une source d'inspiration facile. Si elle peut le faire, vous le pouvez aussi, la mettait profondément mal à l'aise. « Je ne suis pas sûre de vouloir ça, » dit-elle lentement. « Mon objectif n'a jamais été de devenir un exemple. »« Je comprends, » répondit le directeur. « Ce sera entièrement à votre discrétion, mais sachez que votre travail résonne avec beaucoup de gens, bien au-delà du monde de la danse. » Sur le chemin du retour, Mélodie resta silencieuse, perdue dans ses pensées. Catherine respecta ce silence, attendant patiemment que sa fille soit prête à partager ce qui la préoccupait. « Je ne veux pas être réduite à la danseuse en fauteuil, » dit enfin Mélodie, alors qu'elles entraient dans leur appartement. « Mais je ne peux pas nier que c'est devenu une partie de mon identité, de mon art. »« Tu as toujours été plus que ta capacité à danser, » répondit doucement Catherine. « Maintenant, tu es plus que ton fauteuil. Ton art parle de lui-même. » Mélodie acquiesça lentement. « Peut-être que je pourrais accepter une interview, à condition qu'elle se concentre sur la chorégraphie, pas sur l'inspiration tragique. » Fidèle à sa parole, elle accorda une interview à un magazine de danse contemporaine, insistant pour que la conversation porte sur son processus créatif, sa vision artistique, et non sur sa résilience face à l'adversité. L'article qui en résultat fut équilibré et respectueux, traitant Mélodie comme une artiste à part entière dont le handicap faisait partie intégrante de son expression sans la définir entièrement. Le gala arriva 18 mois après l'accident. En coulisses, Mélodie fut prise d'une crise d'angoisse, submergée par les souvenirs de sa vie précédente au théâtre. Sa mère s'assit avec elle, n'offrant ni platitude ni solution, simplement présente jusqu'à ce que le moment passe. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » l'assura-t-elle. « Quoi que tu décides, je suis avec toi. »« Je le sais, » répondit Mélodie, serrant la main de sa mère. « C'est pour ça que je peux le faire. » Elle prit une profonde inspiration, ajusta sa position dans son fauteuil et fit signe à Thomas de lui apporter son costume, une tunique fluide d'un bleu profond qui semblait capturer la lumière et la transformait en mouvement. « Prête ?» demanda-t-il en l'aidant à l'enfiler. « Aussi prête que possible », répondit-elle avec un petit sourire nerveux.
Les lumières de la salle s'éteignirent, et un projecteur unique éclaira le centre de la scène. Mélodie s'avança, seule, son fauteuil presque invisible dans l'obscurité, ne laissant apparaître que son buste et ses bras qui commençaient à tracer des arabesques dans l'air. La musique s'éleva, une mélodie douce et mélancolique au début, qui gagnait progressivement en intensité. Un à un, les autres danseurs rejoignirent Mélodie sur scène, formant un tableau vivant qui évoluait et se transformait autour d'elle. La chorégraphie, minutieusement élaborée pour intégrer organiquement danseurs debout et assis, racontait une histoire universelle de perte, d'adaptation et de renaissance qui résonnait bien au-delà de l'expérience personnelle de Mélodie. Dans le public, Catherine observait, les larmes aux yeux, chaque mouvement de sa fille. Ce n'était plus la même danse qu'autrefois, c'était quelque chose de nouveau, de différent, mais d'indéniablement puissant et authentique. Elle voyait comment Mélodie utilisait les contraintes de son fauteuil pour créer une poésie du mouvement qui n'aurait pas été possible autrement, transformant ce qui aurait pu être une limitation en un nouveau vocabulaire artistique. La performance qu'elle avait chorégraphiée, une pièce sur la transformation et la résilience, émut le public aux larmes et reçut une ovation debout. Mais le véritable triomphe vint après, quand un groupe de jeunes filles, en fauteuil, roulant, l'approchèrent pour lui dire qu'elles avaient commencé des cours de danse à cause de ses vidéos. « Vous croyez que je pourrais devenir comme vous ?» demanda l'une d'elles, une adolescente aux yeux brillants d'espoir. Mélodie se pencha vers elle. « Tu peux devenir toi-même, » répondit-elle, « c'est encore mieux. » En quittant le théâtre cette nuit-là, entourée d'admirateurs, de journalistes et de nouveaux amis, Mélodie ressentit quelque chose qu'elle croyait avoir perdu à jamais, un sentiment d'appartenance au monde de la danse, différent mais tout aussi légitime qu'avant. « Je suis tellement fière de toi », murmura Catherine, alors qu'elle se frayait un chemin vers la sortie. « Tu as créé quelque chose d'extraordinaire ce soir. »« Nous avons créé, » corrigea Mélodie. « Je n'y serais jamais arrivé sans toi. » Les mois suivants virent l'expansion rapide de l'influence de Mélodie dans le monde de la danse inclusive. Elle fut invitée à donner des masterclass, à participer à des festivals internationaux, à collaborer avec des chorégraphes renommés, intrigués par sa vision unique. « J'ai une proposition à te faire », dit-elle à sa mère un matin plusieurs semaines après le gala. « J'ai été contactée par le directeur du conservatoire. Ils veulent ouvrir une section de danse inclusive et ils m'ont proposé de la diriger. » Catherine posa sa tasse de café, surprise mais ravie. « C'est une offre incroyable. Qu'as-tu répondu ?»« J'ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir, » répondit Mélodie, « et de consulter ma partenaire potentielle. » Elle tendit une brochure à sa mère. « Ils ont aussi besoin d'une responsable administrative. » Quelqu'un qui comprend les besoins particuliers des élèves et qui peut gérer la logistique. J'ai pensé à toi. » Catherine resta sans voix un moment, touchée par cette proposition inattendue. « Tu es sûre ?»« Plus que sûre, » affirma Mélodie. « On forme une bonne équipe, non ?» 2 ans après l'accident qui avait apparemment tout terminé, Mélodie établit un programme de danse spécifiquement conçu pour les personnes à mobilité réduite. Sa mère, maintenant septuagénaire, se porta volontaire comme assistante administrative, gérant les papiers et la planification tandis que sa fille se concentrait sur la direction créative. Le studio devint rapidement un centre communautaire, accueillant non seulement des cours de danse, mais aussi des groupes de soutien et des réunions de défense des droits. Mélodie, autrefois définie uniquement par sa capacité à mouvoir son corps de manière spécifique, trouvait maintenant son identité dans sa vision créative et sa capacité à autonomiser les autres. Sa mère, la regardant diriger une classe avec confiance et joie, réalisa que parfois aimer signifie être témoin de la souffrance sans essayer de la réparer, créer un espace pour qu'un nouveau soi émerge des cendres de l'ancien. Tu ne devineras jamais ce que cette mère et sa fille ont accompli ensemble. Attends de découvrir la fin de leur histoire. Leur voyage n'avait pas été linéaire.
Il y avait eu des revers, des disputes et des jours où le chagrin semblait aussi frais que pendant ces premières semaines terribles. Mais progressivement, impossiblement, elles avaient construit quelque chose de beau à partir de la tragédie. Pas une fin parfaite, mais une continuation significative, une vie transformée, plutôt que diminuée. Un après-midi, alors que Mélodie finissait de donner un cours à un groupe de jeunes danseurs, elle remarqua une nouvelle venue qui observait depuis l'entrée. Une femme d'une trentaine d'années, en fauteuil roulant, à l'allure hésitante. « Je peux vous aider ?» demanda Mélodie en s'approchant après avoir congédié ses élèves. « J'ai vu vos vidéos, » expliqua la femme. « Je suis danseuse. J'étais danseuse. Accident de voiture il y a 3 mois. » Elle s'interrompit, luttant visiblement contre l'émotion. « Je ne pensais pas que je pourrais jamais revenir dans un studio de danse. » Mélodie hocha la tête, comprenant parfaitement ce sentiment. « Je m'appelle Mélodie, » dit-elle simplement, tendant la main. « Nathalie, » répondit la femme en la serrant. « Je ne sais pas si je suis prête, mais... » « Personne n'est jamais vraiment prêt, » l'interrompit doucement Mélodie. « On avance quand même. » Elle jeta un regard vers sa mère qui organisait des partitions musicales au fond de la salle. Catherine leva les yeux, croisa son regard et lui sourit, un sourire empreint de toute l'histoire qu'elles avaient traversée ensemble, de toute la douleur et de toute la beauté qui en avait émergé. « Bienvenue chez toi, Nathalie, » dit Mélodie en se tournant à nouveau vers la nouvelle venue. « Le cours pour débutants est jeudi prochain. Mais si tu veux, tu peux venir observer ma classe avancée demain. Parfois, voir ce qui est possible aide à franchir le premier pas. » Plus tard ce soir-là, alors qu'elle fermait le studio, Catherine demanda « Comment vas-tu l'aider ?» Mélodie réfléchit un moment avant de répondre « Je vais lui montrer qu'elle n'est pas seule, que la danse n'est pas juste dans les jambes, mais dans l'âme. Et puis... » Elle sourit. « Je vais lui offrir une orchidée. » Catherine rit, se rappelant cette plante presque morte qui avait joué un rôle si symbolique dans leur propre parcours. Une sage décision. En rentrant chez elle ce soir-là, roulant côte à côte dans les rues de Lyon, Catherine marchant lentement pour accommoder le rythme du fauteuil de Mélodie, elles s'arrêtèrent un moment pour regarder le soleil se coucher sur le Rhône, teintant l'eau et la ville d'une lueur dorée. On ne surmonte pas la tragédie, réfléchissait souvent Catherine. On l'incorpore. Elle devient une partie de notre histoire, pas toute l'histoire. Et dans la lumière, chaude du studio, regardant sa fille rire avec ses élèves, elle savait que c'était vrai. Leur vie ne s'était pas déroulée comme prévu, mais peut-être s'était-elle déroulée exactement comme nécessaire. Un témoignage de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Mélodie avait perdu ses jambes, mais elle avait gagné en profondeur, en sagesse et en capacité à toucher des vies que son talent de danseuse seule n'aurait peut-être jamais atteintes. Catherine avait dû redéfinir son rôle de mère, apprenant à soutenir sans étouffer, à guider sans diriger. Ensemble, elles avaient créé non seulement un programme de danse novateur ou un espace communautaire vital, mais une nouvelle manière d'être dans le monde. « À quoi penses-tu » demanda Catherine alors qu'elles reprenaient leur route. Mélodie sourit, un sourire authentique qui atteignait ses yeux, ces mêmes yeux qui, 2 ans plus tôt, avaient été vides de toute lumière. « Je pense que la vie nous surprend toujours, parfois terriblement, parfois merveilleusement. » Elle fit pivoter son fauteuil pour faire face à sa mère. « Je ne danserai jamais plus comme avant, et parfois ça me manque encore tellement que j'ai du mal à respirer. Mais je danse différemment maintenant. Et peut-être que c'est ça, la véritable danse. S'adapter au rythme que la vie nous impose, créer de la beauté à partir de ce qui est plutôt que de ce qui aurait pu être. » Catherine posa une main sur l'épaule de sa fille. « Tu as toujours été une artiste. Maintenant, tu es aussi une philosophe. » Elles rirent ensemble, ce rire complice qui avait mis si longtemps à revenir dans leur foyer, mais qui maintenant résonnait régulièrement dans leur vie reconstruite. Le studio continuait de s'épanouir, attirant des élèves de tous horizons, certains en situation de handicap, d'autres non, tous unis par la passion du mouvement
et de l'expression. Mélodie développait constamment de nouvelles techniques, repoussant les limites de ce que la danse inclusive pouvait être, tandis que Catherine veillait à ce que l'aspect pratique et organisationnel fonctionne sans accroc. Ensemble, elles avaient transformé une tragédie personnelle en un don pour la communauté, un témoignage vivant que les fins ne sont parfois que des débuts déguisés et que la beauté peut émerger des cendres de ce qui a été perdu. Félicitations! Me tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.